Rahman Rahim. Nous accueillons ce soir un membre de la majorité présidentielle, conseiller du Premier ministre, président directeur général d'IBM et président du Parti de l'Unité et du Développement, M. Barou Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, votre parti porte un nom très lourd, deux concepts fondamentaux du cheminement de l'idée nationale et du projet national. L'unité d'abord. Aujourd'hui, il y a un particularisme poussé à l'extrême. On ne parle que de Bidani, de Hartani, de Kori. On ne parle plus de citoyens mauritaniens. Je me souviens, et sans doute vous avec moi, quand on était étudiants à Lille, nous étions que des frères et des Mauritaniens. Point de Bidani, point de Hartani, point de Kori. Alors, à 58 ans après l'indépendance nationale, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec collectif? Vous posez une question. D'abord, avant de rentrer à répondre à votre question, je voudrais vous remercier de nous recevoir ici dans votre chaîne et de venir après d'augustes invités qui, je ne prétends pas avoir la même verve et la même éloquence que ces illustres personnes, mais j'essaierai de faire de mon mieux pour être le plus audible, le plus compréhensible possible pour vous et vos auditeurs. Et pour revenir à votre question d'introduction, qui est déjà en soi-même un gros sujet sur lequel on pourrait disserter, je crois que toute la soirée on ne trouverait pas de réponse, mais on va essayer quand même d'être le plus concis et le plus précis possible parce que c'est des sujets très importants pour nous en tant que citoyens et pour nous en tant que pays, en tant que nation. Effectivement, le communautarisme gagne ce pays. Le régionalisme gagne dans ce pays. Progresse. Le tribalisme est une donnée principale de la vie des citoyens. On réfléchit plus en tant que personne issue d'une tribu, d'une région, d'une ethnie, que par rapport à un citoyen mauritanien. Ce qui fait qu'on a plus aujourd'hui, à mon sens, des habitants de ce pays que des citoyens de ce pays. Parce qu'un citoyen amène beaucoup de devoirs vis-à-vis de ce pays, beaucoup d'engagement vis-à-vis de ce pays, et beaucoup d'esprit de partage. Et par rapport à ces problématiques d'union dont on parle, beaucoup en parlent. Tout le monde aujourd'hui parle de l'unité de ce pays. Parce qu'il y a eu plusieurs séquelles que nous avons traînées au-delà des années depuis l'indépendance de 66, 78, 89 et j'en passe, qui sont des problèmes qui ont marqué l'histoire avec beaucoup de douleur des habitants de ce pays, de toute ethnie et de régions concernées. Effectivement, cela vient du fait qu'on a construit un pays avec des particularismes, des personnes diverses, venant d'horizons divers, mais en n'y mettant pas tous les ingrédients pour qu'ils puissent exister et cohabiter dans un environnement, dans une atmosphère de partage et d'appartenance ensemble et de sentiment qu'on doit la diversité n'est pas en soi-même un problème, mais c'est un avantage. Les pères fondateurs, en l'occurrence Mokhtar Blida, disaient que la Mauritanie est comme l'œil de la personne, c'est le noir et le blanc, on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Donc de par sa position géographique aujourd'hui, c'est l'histoire, c'est la nature qui nous l'a faite, des composantes venant des arabos berbères qui coexistent avec des négro-mauritaniens et d'autres. Cela a été
moi-même, en tant que Mauritanien, je suis un exemple vivant de ce multiculturalisme parce que je peux être d'un côté, j'ai de la famille de tous les côtés de la Mauritanie. Du côté, mon père, du côté de Oulad Narmaj, ma mère de Oulad Beri, et les Wolof, tout couleur. Donc, je suis ici de ce brassage de la Mauritanie, qui a fait la Mauritanie d'avant, dans laquelle les gens partageaient quelque chose, communiquaient. Et ça vient du problème qu'on a appris aujourd'hui à faire vivre des entités ensemble sans qu'elles partagent quelque chose, sans qu'elles apprennent l'essence même de la vie en société, c'est la communication. Quand on ne communique pas, on ne discute pas entre nous, on ne partagera pas quelque chose. Si on n'apprend pas à vous et moi, Salih, nous ne connaissions pas avant de discuter, de communiquer. Et en communiquant, on est arrivé à s'apprécier, à se partager, à savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous partagions et on arrive moins à diaboliser l'autre. Oui, mais Monsieur le Président, moi, ce qui me chagrine, comme citoyen et comme patriote, c'est que après 58 ans, alors que certains de nos voisins, je pense au Maroc, il est en train de lancer son satellite, et nous sommes encore au début du projet national, sur notre identité, on s'interroge encore, on pose des questions. C'est ça qui me rend un peu triste. Ben écoutez, M. Salehi, je crois que la Mauritanie n'est pas un îlot au désert dans le monde. Si on regarde par le monde aujourd'hui, ce problème de l'identité et du repli sur soi des nations est visible, perceptible un peu partout. Dans les pays les plus développés, vous voyez la montée des nationalistes et qui arrivent à rejeter tout ce qui n'est pas pareil à soi-même, le rejet de ça. Trump en est l'exemple, Salvini en Italie et Orban en Hongrie, et j'en passe. Et dans tous les pays, ça monte. Les extrêmes montent et toutes ces entités-là qui sont dans le repli identitaire montent partout. La Mauritanie n'y échappe pas. Mais revenons au particularisme mauritanien aujourd'hui, sans digresser vers d'autres pays. Aujourd'hui, moi je pense que le Mauritanien, il réfléchit d'abord en tant que personne. Ce qui est la valeur la plus importante, c'est sa personne, sa famille, sa tribu, sa région, et après, en cinquième position, peut-être son pays. Donc, le paradigme change. La valeur d'importance change. Quand on met ce que nous partageons en cinquième position, ce que tu partages, ta famille n'est pas la mienne, ta tribu n'est pas la mienne, ta région n'est pas la mienne. Ce que nous partageons ensemble, c'est ce pays. Mais si ce pays n'est pas l'élément le plus important dans tes valeurs, dans ton échelle de valeur, il y a un problème qui se pose par rapport à cette vie, à ce problème que vous posez. C'est vrai, mais peut-être aussi parce que, comme le dit, comme vous interpelle là-dessus l'opposition, peut-être aussi parce que probablement que l'injustice est la chose la mieux partagée, en ce sens que il n'y a pas une adhésion collective au projet national et aux valeurs nationales communes. C'est ça le problème. On peut voir une école, des gens en train de casser une école, en train de déchirer les drapeaux. Je veux dire, même si on entend l'hymne national, vous savez, dans certains pays, quand on entend l'hymne national, on pleure, on est ému. En Mauritanie, vous savez, le patriotisme laisse à désirer, je crois. Et alors moi, je vous demande la raison sociologique. Écoutez, moi, j'ai une idée, comme tout citoyen, comme toute personne vivant dans ce pays. La région vient qu'on a eu des déficiences dans le système, parce que la base de tout, c'est l'éducation. Quand on n'arrive pas à nous-mêmes à éduquer correctement, à donner à nos enfants les outils nécessaires pour pouvoir apprécier et appréhender le monde dans lequel ils évoluent, on se retrouve devant des problèmes futurs. Parce que ces enfants vont naître avec des prismes qui ne sont pas les bons. Ça, c'est vrai. Qui ne sont pas les bons. Parce qu'on ne leur donne pas les bons outils. Parce qu'un enfant, c'est une éponge. Ce que pense son parent, il se l'approprie. Et il le duplique après, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on s'assoit dans un salon, le kori, le birani, le koir comme ça, le biran comme ça, l'enfant, il voit la même chose.
Il particularise ça. Ça vient de nous-mêmes. C'est un problème qui vient de notre perception et notre éducation que nous donnons, notre perception par rapport à la société et notre perception par rapport au pays. Tous ces facteurs conjugués vont qu'on se retrouve devant, comme vous dites, 58 ans après l'indépendance, à encore discuter de ce problème d'unité et voir comment nous pouvons aujourd'hui créer un État-nation dans lequel nous tous, nous nous sentirons partagés un devenir commun. Bien, mais vous êtes membre de la majorité et vous savez que nous avons besoin de partager les valeurs communes, c'est-à-dire une école publique qui enseigne le patriotisme, des institutions républicaines, une armée républicaine, une administration républicaine au service de l'État et des citoyens. Donc il faut qu'on donne l'impression et le sentiment aux Mauritaniens qu'ils sont égaux devant la loi et devant le traitement, et comme ça ils vont être fiers de partager un bien commun. Effectivement, je partage tout à fait. Donc il y a, je veux dire qu'il y a, peut-être que vous, les responsables politiques, vous portez une partie de la responsabilité. Ben, écoutez, nous partageons tous ensemble une responsabilité dans ce problème. Les politiques ont leur partie parce qu'ils vivent de cette division. Des fois même ils la tissent, des fois même ils la font perdurer pour des intérêts peut-être des fois qui ne sont plus égoïstes que nationaux. Tout le monde participe à cet état de fait-là parce que c'est un projet collectif, ce n'est pas un projet d'une personne ou quoi que ce soit. L'édification d'une nation, d'un État est un projet collectif. Maintenant, comme vous dites, je crois que tous les mots qu'on vient de dire sont solubles dans trois mots. Une éducation digne de ce nom qui fonctionne et qui donne une égalité de chance à tout le monde et qui donne des outils et qui joue le rôle d'ascenseur social qu'il doit jouer. Une justice qui fait sentir à tous les citoyens que leurs droits seront préservés et défendus par des institutions que vous avez soulevées par ailleurs. Et la troisième, c'est des institutions solides. Les institutions, c'est ce qui font un État. C'est les piliers d'un État. Ah, j'ai hâte de vous demander, alors que proposez-vous pour avoir une bonne éducation, une bonne justice et la troisième, c'est quoi? Des institutions solides. Des institutions solides. Alors, que faut-il faire? Ah ben, écoutez... Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que le Parti de l'unité et du développement avance comme proposition? Le problème de l'éducation est un problème aussi profond que ça, sur lequel le Parti de l'unité et du développement peut dire qu'il n'a pas à dire qu'il a la solution infuse qui va sortir de son chapeau. Mais ce que je peux dire, moi, en tant que pas chef de parti, en tant que citoyen de ce pays, c'est que l'éducation, bien sûr, dépend de son premier promoteur, c'est-à-dire l'État à travers son ministère de l'Éducation nationale, à travers des programmes qui donnent les outils nécessaires aux futurs Mauritaniens et aux élèves, de manière les outils nécessaires pour appréhender le monde et la Mauritanie et connaître aussi bien l'histoire de la Mauritanie et savoir que l'histoire de la Mauritanie, elle est diverse, elle est faite de tous ses enfants. Et elle dépend aussi de nous, en tant que parents d'élèves, en tant que citoyens. Parce que nous devons aussi nous occuper et donner le temps nécessaire à nos enfants pour qu'ils puissent être avoir le plus de valeur possible pour mieux appréhender ce pays. Le troisième point, c'est que on doit aussi faire en sorte que l'éducation soit la plus large possible parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit quand on se retrouve devant des écoles à 100 élèves avec des professeurs qui ne viennent pas et tout cela, on se retrouve à laisser les enfants dans des situations où ils ne sont pas en mesure d'acquérir le savoir nécessaire pour pouvoir être... Vous parlez de l'enseignement public, Président Barrow. Que ce soit l'enseignement public, privé et privé, il y a des lacunes un peu partout. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont faits parce que
il y a eu des écoles qui ont été construites, mais c'est un problème beaucoup plus vaste qui ne va pas se résoudre en un jour ni en quelques années. C'est beaucoup plus profond. C'est pas qu'un problème, et je reviens toujours à une mise en perspective beaucoup plus large. Ce problème de l'éducation n'est pas qu'un problème purement mauritanien. Parce que ces problèmes que vous posez aussi ne sont pas que des problèmes purement mauritaniens. C'est des problèmes qui sont vécus par nos États voisins, par d'autres États développés. Donc, chacun essaie de trouver... Vous ne trouvez pas que c'est trop facile comme échappatoire de dire toujours ça c'est un problème planétaire? C'est pas un échappatoire, c'est une réalité. Mais il y a des pays où l'enseignement marche très bien. La Tunisie par exemple, ça marche très bien. Oui, la Tunisie, l'enseignement marche très bien, oui, je suis d'accord qu'elle est meilleure que ce qui est ici. Mais aujourd'hui, ils se plaignent aussi. Même le Sénégal. Ils se plaignent aussi que leur système d'enseignement est régressif, qu'il n'est plus aussi performant qu'il l'était. Nous, aujourd'hui, nous sommes tous ici de l'école publique. Oui. Notre système d'enseignement était plus performant, il a régressé. Public. Oui. Et donc, c'est un phénomène pas seulement national, c'est un phénomène. La France, vous écoutez les trucs, ils vous disent que le système d'enseignement public, il faut le revoir parce que beaucoup d'enfants vont dans le privé. C'est pas quelque chose, c'est pas une échappatoire, c'est une réalité, c'est des faits, c'est des événements purement factuels, c'est des données purement factuelles. C'est pas pour autant qu'on essaie de dire que la Mauritanie ne doit pas trouver en interne les solutions à ces problématiques. C'est notre rôle à tous, vous en tant que citoyen, moi en tant que chef de parti et les intellectuels, les corps intermédiaires. C'est une œuvre collective. Ce n'est pas l'œuvre d'un État ou d'une personne. Oui, mais quand même, là aussi on revient au constat du début, c'est que 58 ans après l'indépendance, on se soigne à l'extérieur, on étudie pratiquement à l'extérieur et on s'interroge sur notre propre identité. Alors, Monsieur Barrot, dites-moi, vous qui êtes membre de la majorité présidentielle, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne suis pas aussi catégorique que vous, parce qu'on ne se soigne pas qu'à l'extérieur, on se soigne beaucoup ici en Mauritanie. Et le système, les gens ça s'est beaucoup amélioré en termes de services de santé. Quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez dans les écoles, vous voyez les Mauritaniens étudier. Maintenant, on peut dire qu'il n'est pas aussi performant qu'on le voudrait. Comment essayer de le rendre plus performant? Oui. Mais n'empêche que il y a un service de base qui est fourni par les autorités pour aussi bien éduquer, donner la santé, donner tout ce qui est service de base aux citoyens. Néanmoins, nous ne sommes pas satisfaits et c'est notre rôle de ne jamais être satisfait et de vouloir toujours ce qu'il y a de mieux pour nos citoyens et nous nous battrons toujours pour cela. Nous ne disons jamais qu'aujourd'hui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, comme dirait le génial Pangloss. Très bien. Alors, M. Barrot, j'attends toujours vos propositions sur le renforcement de l'unité nationale parce que franchement, c'est la priorité des priorités. Écoutez, il n'y a pas l'unité nationale, ce n'est pas un mot. On en parle, mais tout le monde en parle, mais peu la pratique. L'unité nationale, c'est des actes. C'est des actes, nous-mêmes, en tant qu'hommes, en tant que citoyens, en tant que personnes, que nous devons chacun mettre en exergue dans notre vie et dans notre environnement par rapport aux autres. L'unité nationale, c'est que vous, M. Salihi, moi, M. Barrot et d'autres, quand nous voyons une injustice, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de qui que ce soit, nous devons la défendre et la amener à ce qu'elle cesse. Et ça, c'est déjà quand il y aura la justice, quand il y aura l'équité, et quand chaque citoyen aura droit à cette égalité à laquelle elle aspire tous. Nous aspirons tous à ce que demain, nos enfants soient dans un pays où leurs droits seront préservés, où leurs acquis, où ils pourront avoir la chance de pouvoir vivre, travailler et s'épanouir. C'est ce à quoi nous aspirons. Nous œuvrons chacun, et chacun doit œuvrer à ce sens-là.
Et quand tout le monde travaille à ce sens et fait en sorte que les droits de M. Salehi, les droits de X ou Y soient défendus et soient préservés, tout le monde se retrouvera dans ce problème, dans ce pays-là et dans ces problématiques que vous avez soulignées, que sont le racisme, l'inégalité et le fait qu'on dise que c'est un pays où il y a la ségrégation ou d'autres. Il n'y a pas une loi ségrégationniste. Il n'y a pas une loi qui est contre un citoyen dans ce pays. Il y a seulement un défaut de justice ou un défaut d'équité qu'il faut chacun combattre, que nous devons tous combattre au quotidien. Qu'est-ce que vous appelez défaut de justice? Il faut expliciter le terme, M. Barrault. Défaut de justice, ça veut dire que la justice n'est pas aussi performante que nous le voudrions. Pas aussi performante. N'est pas aussi performante, c'est-à-dire que nous voudrions demain que moi, si je viens en tant que citoyen, je porte plainte contre X pour spoliation, pour ne pas, par rapport à mes droits en tant que citoyen, qu'on puisse la prendre et me défendre et me remettre dans mes droits. Et ça, si c'est fait, tous les habitants de ce pays se retrouveront dans ce pays-là. Parce qu'ils seront défendus. Dois-je comprendre, M. Barrault, que vous n'avez pas tout à fait confiance dans les actes juridiques qui sont faits actuellement, qui sont exercés par notre justice? Je peux dire une chose, c'est que en tant qu'homme, en tant que citoyen, je dis toujours que la justice a les outils et les armes qu'il faut. Il faut mieux former nos officiers judiciaires, nos juges, les rendre beaucoup plus, leur donner plus d'outils pour pouvoir appréhender leur métier de la meilleure façon, les mettre dans des conditions où c'est beaucoup de facteurs qui amènent cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, mais on voudrait qu'elle soit plus performante. Comme j'ai dit tantôt, vous voulez voir les choses en noir et blanc. Il y a ou il n'y en a pas. Qui ça? Qui vous? Quand on pose une question, vous dites qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non. Non. C'est pas qu'il n'y a pas. Il y a. Mais nous, comme je dis toujours, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il y a, nous ne nous en satisfaisons pas. Très bien. Donc, alors, selon vous, quelles sont les priorités en matière de renforcement de l'unité nationale? Selon vous, que ce soit sur le passif humanitaire, ou sur le problème de l'esclavage, ou sur un autre problème, quelles sont les priorités? Les 2 ou 3 priorités qui, selon M. Barrault Mohamed, doivent être faites et réglées une bonne fois pour toutes, et soldées. Je vous l'ai dit. Les urgences. 3 urgences. Je vous l'ai dit une chose. Je vous l'ai dit tantôt. Je le répète encore. Les problèmes de l'unité nationale ne sont solubles que dans la justice, dans l'éducation, dans la santé et dans la promotion des services de base au profit des citoyens et dans l'égalité des chances. Un État qui est à équidistance entre tous les citoyens. Et ça, c'est de l'idéalisme, ça. Évidemment. Ce que vous dites, c'est de l'idéalisme. Non, ce que vous dites fou. Ce que vous posez comme l'unité, c'est de l'idéalisme. Nous tous, nous aspirons à l'unité. Nous tous, nous aspirons à l'égalité. C'est un idéal. Non, c'est pas un idéal. Nous avons toujours vécu l'unité nationale. Souvenez-vous, quand on était étudiant en France, on était des Mauritaniens, des frères, des compatriotes. Il n'y avait pas Bidani, Kori, Hartani. Et donc, nous avons vécu l'unité nationale. C'était une autre époque, un autre contexte, voilà. Parce qu'on partageait quelque chose. Mais actuellement, il y a une flambée, excusez-moi, Monsieur le Président, actuellement, il y a une flambée des discours racistes et particularistes. Chacun, il tire la couverture vers lui. Je suis Hartani, je suis Bidani, je suis Kori. Vous savez, je vais vous répondre, M. Salehi. Oui. Pour moi, pourquoi on a appelé le parti Unité et Développement? Ce n'est pas un mot qu'on a sorti ex nihilo de quelque part ou qu'il est venu par truc, parce que ces problèmes que vous avez posés sont les problèmes fondamentaux qui ont fait que nous nous sommes sentis en devoir de travailler ensemble pour un idéal, un projet commun dans lequel on pourra agréger tous les Mauritaniens, c'est-à-dire l'unité. L'unité, pour moi, ça commence par la vie en société, commence par un mot. Quand on est ensemble, on communique. Si on ne communique pas, on ne partage pas, on ne se connaît pas, et on se diabolise, et on rejette.
Ce que je ne connais pas, je le rejette. Et quand on communique, on discute, on partage, on se rend compte qu'on a des valeurs communes, qu'on a des objectifs communs, que vous êtes un être humain avec la même sensibilité, avec les mêmes objectifs communs. On arrive à s'accepter, à se partager. Et aujourd'hui, on a créé une Mauritanie où on communique difficilement, où on a des écoles, où on retrouve les haratins d'un côté, le Kouar d'un côté, le Béran de l'autre côté, et même des quartiers. Et à partir de là, on crée des sociétés qui vivent ensemble, mais qui ne communiquent pas, qui ne partagent rien. Et à partir de là, comment voulez-vous construire une unité? Et pourtant, M. Barrault, nous avons la même religion. D'abord, le même Dieu Allah Azza wa Jalla, le même Saint-Coran, la même religion, la même culture. Vos ancêtres à vous, M. Barrault, écrivaient en arabe, parce qu'ils récitaient le Coran. Et aujourd'hui, et toi, tu écris en français. Pardon, vous écrivez en français. Oui, le problème n'est pas un problème de langue. Si. Pas un problème, non. Je suis désolé. La langue est importante. La langue n'est pas un problème. Pour communiquer. Parce que pour communiquer, aujourd'hui, c'est juste l'ouverture. Moi, aujourd'hui, en tant que Mohamed Barrault, même s'il me faut apprendre le chinois, j'irai apprendre le chinois. La langue est une richesse. Quand on apprend une langue, on s'enrichit. Parce qu'on arrive à découvrir une communauté, une culture qu'on ne connaissait pas. Et on s'approprie, on s'enrichit de cela. C'est vrai. Alors que nous, on en a créé, on a fait de la langue une barrière. Parce qu'on a politisé ça, on a amené des problèmes qu'on s'est créés, qui en soi-même ne sont pas un problème. Vous l'avez dit, nos ancêtres communiquaient en arabe, écrivaient en arabe et parlaient le Coran. Mais simplement, les gens ont horreur de se sentir imposer quelque chose. Et aussi que la langue, le problème, ce n'est pas la langue. Le problème, pour moi, la langue n'est qu'un prétexte. N'est qu'un prétexte à refuser. Oui, mais beaucoup de vos compatriotes, ils vous disent il faut d'abord renforcer ce qui est commun entre nous, les langues nationales d'abord, et on s'enrichit avec le français, l'anglais, les chinois, les japonais. C'est à tous les citoyens d'apprendre. C'est les langues qui permettent de communiquer avec l'autre. Moi, en tant que citoyen, j'apprends la langue qui me permet de communiquer avec vous. Oui. Vous, en tant que citoyen, vous devrez apprendre la langue qui vous permet de communiquer avec moi et de partager quelque chose avec moi. Chacun doit faire l'effort d'aller vers l'autre et de partager quelque chose avec l'autre. Tout à et fait. à partir de là, on pourra construire quelque chose ensemble. Mais quand on pense qu'il n'y a qu'une uniformité, ou qu'il n'y a qu'une seule uniformité et que tout le monde doit se coller dans cette moule uniforme, non. L'autre ne peut pas venir en oubliant ce qu'il est. Il faut prendre l'autre avec toute sa culture, toute sa diversité. Et toi, s'enrichir de cette diversité. Et chacun, nous nous enrichissons les uns des autres. Et moi, aujourd'hui, oui, la langue n'est pas pour moi un problème. S'il me faut parler, je vous ai dit, n'importe quelle langue, j'irai parler. Parce que c'est pour moi un moyen d'aller vers l'autre et de partager quelque chose avec l'autre. Dieu nous a créés différents ici. Nous a créés de cultures différentes, de langues différentes, pour que nous apprenions à nous accepter, à communiquer, à partager. Pas pour que nous en faisions une différence. Pas pour que nous en faisions une barrière. Non, certes, mais l'arabe, c'est la langue du Coran, comme vous le savez très bien. Et puisque c'est la langue du Coran, et puisque je l'ai dit et je l'ai rappelé, nous avons des recherches bibliographiques qui ont attesté que vos ancêtres écrivaient, échangeaient leur courrier, les peuples du Fouta, échangeaient leur courrier avec l'arabe. Donc, cette langue est déjà pratiquement, non seulement la langue du Coran, mais aussi c'est la langue de la Constitution. Oui. Et c'est aussi la langue de la majorité de votre pays. Et donc, Oui. c'est déjà un acquis. Et naturellement, il faut qu'on apprenne le polar, il faut qu'on apprenne le wolof et le sonoki. Je suis tout à fait d'accord. Mais d'abord, il faudra se baser sur l'existant et s'enrichir avec le reste. Mais je crois que ça, c'est un problème que personne ne pose plus. Tout le monde est d'accord sur ce fait-là. Que l'arabe est la langue nationale et que la langue du Coran et que nous partageons tous et que nous devons tous promulguer dans ce pays-là. Le problème n'est pas la place de l'arabe. L'arabe a sa place et elle va continuer à s'agrandir dans ce pays. Parce que les générations futures seront beaucoup plus arabophones que francophones ou autres. Le problème, c'est l'ouverture vers l'autre.
C'est la langue avec laquelle, même dans les pays arabes les plus développés, l'arabe arrive à coexister avec l'anglais, avec le français ou avec d'autres langues pour l'ouverture vers le monde. Naturellement, nous sommes dans un village planétaire, M. Barrault. Vous savez très bien que je suis un planétariste et un humaniste, voilà, et donc il n'y a aucun problème, seulement... Nous n'avons pas ce problème. Là, on divise... Seulement, comme vous, j'ai ma préférence nationale. On diverge vers un problème que nous créons nous-mêmes. Nous nous sommes créés ce problème-là pour diverses raisons, politiques ou autres, mais le problème, en fait, le problème pour moi est plus ample que le problème de la langue. La langue n'est qu'un outil. Mais moi, je crois que ce qui attise et ce qui accentue nos problèmes, ce sont les ingérences probablement étrangères. Parce que, regardez, quand on laisse entre nous, on finit toujours par nous entendre. Vous savez, nous vivons ensemble depuis des siècles, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est que, par exemple, si on prend par exemple un problème comme l'esclavage. L'esclavage, c'est un problème qui a été connu par toutes les couches, malheureusement. Aujourd'hui, il y a un arsenal juridique, un puissant arsenal juridique qui les réprime. Donc c'est un problème de simple application de la loi. Bien. Mais le problème, c'est que l'esclavage aujourd'hui est utilisé, n'est-ce pas, par le bras armé, si j'ose m'exprimer, c'est le bras armé de l'ONU, je m'excuse, qui sont les droits de l'homme, n'est-ce pas, pour faire pression sur un pays pauvre, un pays du tiers-monde, pour faire pression afin de réaliser, n'est-ce pas, des intérêts, disons, étrangers à la Mauritanie. Et donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est l'ingérence étrangère, et nous l'avons vu. Vous avez vu, on a promis, quand on a détruit l'Irak, on a dit qu'on cherchait des armes nucléaires. Où sont ces armes? On a dit qu'on va apporter la démocratie en Irak et en Libye. Où est cette démocratie? Je la cherche toujours, moi, M. Barrault. Donc, c'est pour vous dire que quand on laisse entre nous, il n'y a aucun problème. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez pensé être candidat pour les prochaines présidentielles? Non. Très bien. C'est net. Est-ce que vous adhérez comme moi à l'affirmation du président de la République comme quoi il ne faut pas se présenter? Écoutez, il a dit, il a répété. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. Je vois qu'il a dit qu'il ne se présente pas, donc il ne se présente pas. Et en tant que membre de la majorité présidentielle, est-ce que votre petit doigt, il vous dit qui sera le réélu? Je suis comme vous, je fais des supputations, je fais des conjectures, mais je n'ai aucune information particulière à donner sur ce point-là. Pouvez-vous nous faire partager vos supputations, M. Non, Barrault? laissons-les de côté. Parlons que des faits et des événements que nous connaissons. Maintenant, chaque jour, on se sort un nouveau candidat ou un autre, on en est encore loin. Ah non, excusez-moi, je vais insister un peu parce que moi, quand je suis face à un chef de l'opposition, j'ai essayé d'avoir à peu près le portrait robot. On parle aujourd'hui de plusieurs candidats, le général Razouani, le Moulbaya, ou j'en passe. Chaque jour, vous avez un nouveau candidat. Maintenant, qui sera le candidat désigné? Je n'en sais. Les gens même ajoutent M. Toumi, ils ajoutent aussi M. Zain Abidin du patronat. Chaque jour, ils disent qu'ils commencent à... J'entends même que l'opposition est en train de s'unir pour l'ancien Premier ministre Mohamed Ould Boubacar. Donc, tout ça, ce ne sont encore que des conjectures. Quand les gens se désigneront, d'eux-mêmes porteront officiellement leur candidature, nous pourrons discuter et parler de cela. Pour le moment, il n'y a aucun fait. Moi, je n'ai pas encore d'informations particulières par rapport à ça. Et le jour où les personnes se déclareront, on fera notre choix en tant que parti pour cela. Ah bon, votre parti n'est pas encore dissous dans l'hyper, parce qu'il y a une... Écoutez, pour ceux qui ne le savent pas... Il y a une hyperomania, évidemment, après les élections, qui a absorbé, je crois, 3 ou 4 partis. Il y a une hypertrophie vis-à-vis de l'hyper-R. Beaucoup de partis se sont dissous ou dilués dans l'IPR. Les termes d'édition. Nous n'en faisons pas partie. Très bien. Et vous pensez, donc vous ne serez pas candidat et le parti il aura son candidat? S'il y a certaines personnes qui se désignent, pourquoi pas? Personnellement, je n'en connais pas encore, mais on ne sait jamais. Très bien. Alors, le deuxième volet du parti, c'est le parti donc Unité et Développement.
Alors, le développement, franchement, on en a besoin dans ce pays, hein. Alors, dites-moi les quelques grandes lignes de ce que vous proposez pour votre pays, M. Barou. Oh, moi, mon ami, j'ai pas de grandes propositions pour le pays, mais j'ai de gros souhaits pour ce pays. Quels sont ces gros Et souhaits? ces gros souhaits, c'est que euh, il ne peut pas y avoir de développement sans qu'il y ait une démarche inclusive, que ce soit dans le social ou dans la démocratie. L'œuvre de développement est une œuvre, comme je l'ai dit, comme pour la société, pour autre, tout est collectif. Une personne ne peut pas faire le développement, ou un groupe de personnes ne peuvent pas faire le développement. Le développement ne peut se faire que si il y a un projet clair, une vision claire qui est portée pour atteindre un objectif à horizon déterminé et avec maintenant les voies et moyens que nous allons utiliser. Nous avons besoin pour se développer d'avoir un système d'enseignement supérieur performant, de former d'abord les opérateurs dont nous avons besoin pour asseoir d'abord la ressource humaine nécessaire à participer à cette œuvre de développement. Et il y a des frémissements qui sont faits, il y a des écoles de mines, de polytechniques et d'autres qui sont en train d'être créées pour créer ce besoin en ressources surtout humaines dans le domaine technique. Parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui sont dans ce domaine industriel ou dans le domaine de la prospection minière ou dans l'agriculture ne trouvent pas en Mauritanie les personnes ayant les compétences et les qualités requises pour occuper les fonctions qu'ils recherchent. Donc, nous avons besoin d'avoir aujourd'hui des écoles d'enseignement supérieur capables de créer ces ressources et ces compétences dont nous avons besoin. Pour ce faire, nous avons besoin d'une démarche participative, c'est-à-dire que le secteur privé doit aussi y avoir sa part dans l'édification de cela, parce que c'est eux qui sont utilisateurs de ces personnes. En participant à l'élaboration de ces écoles, en donnant des bourses, en finançant ces institutions dont ils seront les premiers utilisateurs de ces ressources, parce que ce sera des personnes qui pourront aller chercher à la sortie. Donc, il y a toute cette œuvre collective, il y a la mise en place aussi d'un tissu de PME performant. Petite et moyenne entreprise. Oh, bien sûr. C'est là où on y crée l'emploi, effectivement, et la richesse. Oui. Et capable, ayant les outils, parce qu'on doit passer de l'informel au formel. Et on l'a demandé tantôt, d'avoir une mise à niveau de nos PME, comme on dit, nos petites et moyennes entreprises qui existent sous des formes encore très embryonnaires encore, parce qu'il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de structure, il n'y a qu'une seule personne qui fait tout. Donc ça là, il faut qu'on puisse les mettre à niveau, il faut qu'on puisse leur donner les outils nécessaires pour appréhender c'est quoi monter un business plan, comment gérer une société en tenant une comptabilité fiable. Et tout cela fait que on va avoir des entrepreneurs ou des promoteurs qui auront un peu plus, qui seront moins commerçants, un peu plus entrepreneurs. Non, ça chemine malheureusement vers la fin de l'heure. Donc, c'est une approche libérale qui consiste à adapter la formation au marché de l'emploi, à alléger les charges des petites et moyennes entreprises, et à les accompagner. Et à les accompagner. Et donc, maintenant, il vous reste le temps, malheureusement, de conclure. Déjà. Déjà. Ça suffit très vite. Et... Ben écoutez, ce que je peux dire par là, en dehors de ça, c'est que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous sommes à une croisée de chemin. Le monde bouge
le monde est en évolution. L'Amérique est en train de se chercher. L'Europe est en train de se chercher. L'Afrique balbutie tant et là à travers des mouvements, mais est en train de se structurer. Et la Mauritanie aussi doit être au diapason de cette évolution. À travers, en interne, à travers tous ces enfants que nous sommes ici, la mise en commun, ou une démarche inclusive et participative qui permet à tous les citoyens de participer à l'œuvre d'édification de ce pays. Ça, c'est mon souhait. Et qu'on apprenne aujourd'hui à faire en sorte que tous les projets, tout ce qui concerne la vie et l'entreprise des citoyens et qui peut impacter durablement en bien la vie de nos citoyens, parce que c'est ça notre souhait, qu'on puisse avoir cette démarche. Pour moi, il ne peut pas y avoir développement sans participation. Il faut que tout le monde s'approprie ce projet et se sente partie prenante de ce projet d'édification de ce pays-là. Et on a l'habitude aujourd'hui de dire que aujourd'hui tous les projets sont faits par une seule personne qui fait du copier-coller ou quoi que ce soit et qui l'amène et qui après ça reste un projet sous un tiroir. Nous voulons aller plutôt vers la démarche inverse, qu'il y ait une démarche plus participative, qu'il y ait une verticalité, une horizontalité beaucoup plus grande dans ce pays-là et que tout le monde participe à l'édification de cet État-nation que nous souhaitons. Je vous remercie. Il ne me reste qu'à remercier M. Barro et la délégation qui l'accompagne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هذا محمد أحمد والفريق الفني نحييكم ونعيدكم إن شاء الله إلى موعد جديد وضيف جديد. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا.